Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque en fait, je vais dérouler la séance avec une étudiante de la classe quatrième année infinie à l'école d'ingénieurs, Madame Samar Elouefi. Ok, bonjour Samar. Bonjour, monsieur. Ok, donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, on va commencer, ou bien on va continuer sur nos révisions. Donc, on va commencer le début d'un examen blanc. Enfin, ça sera, disons, l'examen blanc numéro 2. Et je vous ai préparé aujourd'hui à peu près 14 questions. Donc, 14 questions qui traitent différents aspects de notre module data mining, c'est-à-dire appliqué en finance. Allez, on va commencer par la première question. Donc, ça sera en fait interactif. C'est-à-dire, moi, je vais poser la question, puis Samar, elle va essayer de répondre à la question directement sur le formulaire, puis on va essayer de récupérer les résultats ici, c'est-à-dire, automatiquement, Google Classroom ou bien Google Forms permet de faire ça. Allez, donc, première question. Supposons qu'on travaille sur les prévisions météorologiques et on utilise un algorithme d'apprentissage. D'accord? Pour prédire la température. Donc, nous, on veut prédire la température en degrés Celsius. Pendant la journée de demain. C'est-à-dire, nous, on dispose des données historiques, peut-être pendant 2 mois, pendant des années. Et on veut prédire la température de demain. Donc, il s'agit d'une classification, d'une segmentation ou bien d'une régression, Samar. C'est une? C'est une. Oui, dis-moi, oui. En fait, c'est une régression. C'est une régression. En fait, je vais vérifier les réponses de Samar. En fait, elle a bien répondu, elle a bien répondu régression. Donc, ok, très bien, c'est correct, c'est correct. Très bien, Samar, c'est une bonne réponse. C'est une, en fait, régression. En effet, la température, c'est-à-dire notre variable cible, notre target variable, est une variable numérique continue. Enfin, on peut avoir une température égale à 30,1 degrés, 20,5 degrés, 3,2, moins 2,5. Donc, en fait, ce n'est pas une variable numérique discrète. Donc, c'est une variable numérique continue. Donc, il s'agit bien d'une régression. Très bien. OK. Allez. Je passe maintenant à la deuxième question. Bon, tu peux commencer à lire à Samara en même temps que moi. Donc, supposons qu'on travaille sur des prédictions boursières en finance de marché. Généralement, des dizaines de millions d'actions Microsoft sont échangées. En fait, tous les jours, les investisseurs dans les marchés financiers échangent des actions. D'accord? À travers le monde. À Londres, à New York, ou bien à Tunis, à Tokyo, il existe plusieurs bourses, plusieurs places boursières. Donc, on peut compter, par exemple, dans la bourse de New York, des dizaines de milliers, des dizaines de millions d'actions Microsoft. Donc, ces actions sont elles sont soit achetées ou bien soit vendues chaque jour. On souhaite prédire donc le nombre d'actions Microsoft qui seront négociées dans quelques heures, peut-être demain, à partir de l'ouverture de la bourse de New York. Donc, ce problème, c'est-à-dire le fait de prédire le nombre des actions Microsoft, sera modélisé à l'aide d'une segmentation, à l'aide d'une régression ou bien à l'aide d'une classification. Classification. Non. En fait, attention, Samar. Regarde bien, toujours. Essaye de regarder c'est-à-dire la variable cible. Ici, la variable cible, nous, on veut prédire le volume. Le volume est changé. Après je vais te montrer en fait le volume. En fait, le volume, il est ici. C'est-à-dire, si tu pars à la fin du fichier, s'il te plaît, tu vas trouver un exemple.
des données journalières, ce sont des données journalières, donc on trouve le prix d'ouverture, le prix, le plus grand prix, le plus petit prix, le prix de fermeture, le volume échangé et le prix de fermeture ajusté. Bon, donc le volume, apparemment tu remarques, il s'agit en réalité d'une variable quantitative, hein, c'est une variable numérique continue. C'est une variable numérique continue. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une régression. Ça va, c'est clair? Régression. Ok, c'est une régression, très bien. Ok, très bien. Allez, on passe à la troisième question. Maintenant, on suppose qu'on travaille sur des prédictions boursières en finance de marché. Enfin, ok? Le prix d'une action ne peut qu'augmenter ou bien baisser. C'est-à-dire, quand toi, tu étudies le mouvement des prix dans le marché financier, il y a deux possibilités. En fait, soit le prix de l'action va monter, ou bien il va baisser. D'accord? Donc, deux possibilités. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut appliquer un algorithme d'apprentissage sur ce phénomène. Attention, Samar, on ne veut pas prédire le prix de l'action, c'est-à-dire on veut prédire le mouvement de cette action. Donc, il s'agit d'une classification, d'une régression ou bien d'une segmentation. monsieur, le mouvement, je confirme deux, soit en augmentation ou en diminution. Oui, oui, oui. En fait, je pense, est-ce que tu es en train de me voir là? Oui, ça va. Oui, en fait, le mouvement, c'est-à-dire quand toi tu traces, c'est-à-dire quand toi tu étudies la série temporelle, prix, par exemple, le prix de l'action de Microsoft, ou bien le prix de l'action, par exemple, de l'entreprise tunisienne, hein, dans le marché tunisien, en fonction du temps. Donc, il y a deux possibilités. Le prix, soit il va augmenter, soit il va monter, soit il va descendre. Donc ici, on veut prédire le mouvement, hein, on ne veut pas prédire le prix, on veut prédire le mouvement. Donc, c'est une régression, classification ou bien segmentation? Classification. Très bien, très bien, très bien. Très bien. C'est une classification. En fait, c'est une classification. Oui, on peut appliquer des algorithmes de classification pour prédire le mouvement. C'est-à-dire, dès que le prix monte, eh ben, en fait, peut-être, on va acheter... c'est-à-dire, on va discuter à l'achat d'une option, d'un call. Et là, tu vas utiliser le modèle de Black-Scholes. Vous avez commencé à étudier le modèle de Black-Scholes cette année, le modèle continu ou pas encore? Voilà. EDP. Oui, EDP. Enfin, ok. Bon, vous allez continuer à ça l'année prochaine puisque vous êtes en double diplôme avec des gens, je pense, avec Nice et Le Mans, quoi. Voilà. Donc, c'est une classification. Je répète, on veut prédire le mouvement de cette action. Donc, le mouvement, en fait, peut être quantifié comme up, down. L'action monte, l'action descend, baisse de valeur. Donc, 0 ou 1, ou bien 1 ou moins 1. Donc, la variable cible est une variable quantitative discrète. On va faire une classification, très bien. Allez, on va passer en fait à une question très compliquée. Hein. C'est une question très compliquée. La question traite l'application du machine learning, c'est-à-dire et du data mining, en ce qu'on appelle le private equity. En fait, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Hein. Peut-être je te conseille, Samar, peut-être un autre jour, essayer de travailler dans ce domaine. C'est un domaine de luxe, enfin c'est un domaine luxueux. Il y a beaucoup de négociations avec les clients. Ce ne sont pas en fait des clients pauvres, hein, ce sont des clients riches, ce sont des institutions, des entreprises. Allez, je veux t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire private equity. Donc, le private equity désigne les titres financiers des sociétés qui ne sont pas cotés sur un marché. C'est-à-dire, en private equity, on ne s'intéresse pas aux entreprises cotées en bourse. Par exemple, le Tunisair se trouve en bourse. On ne s'intéresse pas à cette entreprise tunisienne. Non, nous, on s'intéresse aux entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Exemple, il y a en fait un fonds d'investissement très très connu en Tunisie, en Nord d'Afrique, qui s'appelle Afrique Invest. Donc,
par rapport aux enfin, Afrique Invest réalise et a réalisé depuis quelques années beaucoup d'opérations qui font partie de private equity avec Esprit. Enfin, est-ce que Esprit est une entreprise cotée en bourse? Non, Esprit, c'est pas une entreprise cotée en bourse. Donc, en fait, il s'agit du private equity. Exemple, l'opération d'investissement d'Afrique Invest dans Esprit. Souvent, on s'intéresse en private equity à investir dans ces entreprises qui ne sont pas cotées en bourse sur des horizons variant entre 3 ans et 10 ans. En fait, peut-être que j'ai dit une connerie, c'est entre 3 ans, 5 ans, 8 ans. Les analystes ici ont besoin de quantifier les états financiers de ces entreprises. C'est-à-dire, on veut comprendre, bien sûr, toi, tu vas investir ton argent dans une entreprise. Donc, toi, tu vas comprendre, est-ce que cette entreprise est une entreprise risquée ou bien c'est une entreprise qui n'est pas risquée? Question, comment tu fais pour savoir est-ce que l'entreprise est risquée ou pas? L'entreprise va t'offrir, enfin, l'évaluation des entreprises passe donc par l'analyse des bilans financiers. L'analyse des bilans financiers, ça fait partie de ce qu'on appelle finance d'entreprise. On peut aussi regarder les sites web. C'est-à-dire, si l'entreprise dispose d'un site web, on peut aller regarder le site web, récupérer les données, regarder est-ce que l'entreprise propose vraiment un produit sur le site web ou pas, sur son site web ou pas. On peut aussi regarder les documents fournis par l'entreprise. Enfin, les documents sont fournis sous quel format? Sous format Word, sous format PDF et sous format PowerPoint. Donc là, quand toi, tu vas quantifier l'état de l'entreprise, donc, d'après toi, Samar, il s'agit d'une régression, d'une classification ou bien d'une segmentation? C'est-à-dire, toi, imagine, toi, tu travailles chez Afrique Invest. Tu es quant, hein, c'est-à-dire quantitative analyst. Tu fais du private equity. Et le CEO, le PDG d'une entreprise vient te voir et il te propose d'investir de l'argent dans cette entreprise. L'argent, en fait, détenu par Afrique Invest. Afrique Invest, bien sûr, c'est pas l'argent d'Afrique Invest, hein, c'est l'argent des investisseurs. Derrière Afrique Invest, il y a des grands investisseurs. Donc, toi, ici, à la fin de la journée, c'est quoi la décision que tu vas rapporter à tes chefs? Est-ce que l'entreprise est risquée ou bien l'entreprise n'est pas risquée? Donc, c'est une régression, classification ou bien segmentation? Classification. Très bien, très bien, très bien. C'est une classification. Et en fait, c'est un domaine, c'est-à-dire nowadays, c'est-à-dire de nos jours, les spécialistes sont en train d'appliquer les techniques de machine learning et du data mining en private equity. Je t'explique comment. L'entreprise va te fournir des documents PDF, c'est-à-dire peut-être des documents de 1000 pages, 2000 pages. Toi, comme analyste, tu seras obligé de lire ces documents afin de classifier l'entreprise. Et ça prend du temps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le fichier PDF, tu fais ce qu'on appelle le parsing. Tu récupères les données qui se trouvent dans le fichier PDF automatiquement. Python permet de faire ça. JavaScript, Java permet aussi de faire ça. Et puis, tu vas faire du text mining. Tu vas analyser les données qui se trouvent dans ces documents. Donc, un document qui fait 1000 pages, qui devrait te prendre peut-être une semaine à le lire et à le comprendre, tu vas en fait le lire en 2 heures. C'est l'algorithme qui va faire le travail à ta place. Puis, tu vas appliquer des algorithmes de text mining, puis de classification. Donc, la réponse ici, c'est la classification. Ça va, Samar, c'est bon? Tu comprends l'application? C'est clair? Oui, oui, monsieur, c'est clair. Ben, nickel, ok, donc c'est une classification. Merci. Allez, on passe maintenant en fait en retail banking. En retail banking. En retail banking, les banques s'intéressent à catégoriser sa clientèle. L'objectif de cette analyse consiste à améliorer la relation entre le client et la banque. Ainsi, on peut cibler les clients avec des produits adéquats. Cette catégorisation est une régression, classification, segmentation ou scoring. Vas-y, je te laisse réfléchir, puis en fait, on va discuter un peu qu'est-ce que ça veut dire retail banking. Bon, monsieur, entre segmentation et scoring, c'est pas la.
Oui, oui, oui. En fait, la question n'est pas facile, hein. Déjà, très bien, tu as annulé la régression. Il ne s'agit pas d'une régression, il ne s'agit pas d'une classification. En fait, ici, tu as, le droit, hein, c'est-à-dire, tu as raison. Tu hésites entre segmentation et scoring. Bon, je vais t'expliquer la situation. En fait, quand on prend le secteur bancaire, on trouve trois catégories de banques. On trouve en fait ce qu'on appelle les retail banking, c'est-à-dire les banques en détail. Ce sont des banques qui travaillent avec des petits clients, c'est-à-dire quelqu'un qui va demander peut-être 1000 $, va demander peut-être 1000 €. En fait, c'est un individu. OK. Puis, on trouve les banques qui travaillent avec les PME. En fait, il y a ce qu'on appelle le retail banking, hein, c'est-à-dire les banques en détail qui travaillent avec nous, quoi, avec les gens normaux. Puis on trouve les banques qui travaillent avec les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Exemple, il y a Inda. En Tunisie, il y a Inda, en fait. Je pense que je prononce correctement le nom. Inda, c'est une banque, c'est un organisme qui permet de prêter de l'argent à des entreprises de moyenne et de petite taille. Puis, on trouve ce qu'on appelle le corporate banking, c'est-à-dire des banques qui travaillent avec des grandes entreprises. Après, bien évidemment, grandes entreprises en Tunisie, enfin, ça dépend du pays. Par exemple, Coca-Cola, c'est une méga entreprise, c'est une multinationale. Donc, en Coca-Cola, quand elle va récupérer de l'argent, emprunter de l'argent, elle ne va pas demander à une banque tunisienne, hein. Enfin, elle va demander à Goldman Sachs. C'est-à-dire, elle va demander. Donc, on trouve après le corporate banking, on trouve en fait l'investment banking, c'est-à-dire les grandes banques d'investissement. Bien évidemment, il existe les banques centrales, hein. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, en retail banking, nous, on veut comprendre le comportement de nos clients. On veut comprendre le comportement de nos clients. Donc, ici, le mot-clé, Samar, c'est la catégorisation. C'est-à-dire, on veut mettre nos clients dans des catégories. Donc, c'est une segmentation. Très bien, c'est une segmentation, c'est de l'apprentissage non supervisé. Et je t'assure que si toi, l'année prochaine, pendant ton PFE, tu vas travailler sur ces problématiques, c'est-à-dire que tu vas choisir un sujet en data science, en sciences des données, on va t'offrir des données, des réels des clients d'une banque, hein, puis on va te demander vraiment de comprendre le nombre de groupes, le nombre de catégories de clientèle dans la banque. Comme ça, on va dire, tiens, il existe 4 groupes. Il y a un groupe qui dispose d'un grand salaire et beaucoup de dépenses, un groupe petit salaire, petites dépenses, et ainsi de suite. Puis il y a un groupe, on l'appelle vache à lait, hein. Enfin, c'est pas bien. Ce sont les gens du marketing, c'est-à-dire milk cow, c'est-à-dire c'est le groupe où on peut récupérer le maximum d'argent. Bref, donc afin de répondre à cette question, c'est une segmentation. C'est une segmentation. Très bien. Il s'agit d'un apprentissage non supervisé. Donc, le mot-clé, c'est catégorisation. Allez, je passe à la question numéro 6. En fait, il existe une introduction à cette question. Donc, depuis la crise financière de 2008, je pense que tu sais bien qu'en 2008, il y avait une crise financière qui s'appelle la crise de subprime. En fait, cette crise a commencé en septembre 2008, un certain lundi, avec la faillite d'une grande banque d'investissement américaine qui s'appelle Lehman Brothers. Lehman Brothers, Lehman Brothers. Donc, c'est une grande banque, too big to fail, hein, c'est-à-dire cette banque n'a pas été, disons, aidée par l'État américain, c'est-à-dire le secrétaire ou bien le ministre de Finances américain à l'époque, il a refusé d'aider cette banque, donc cette banque a fait faillite. Et puisque c'était une très grande banque, là on parle en fait des centaines de milliards de dollars, donc la crise s'est propagée à travers tout le monde. Vraiment à travers, c'est-à-dire à partir des marchés américains vers les marchés asiatiques, puis vers les marchés européens, et ça fait vraiment une très très grande crise. Et beaucoup de gens ont perdu leur travail, leur boulot. Et
Je pense que jusqu'à maintenant, par exemple, la Grèce, l'état actuel de la Grèce est dû, disons, aux spéculations, c'est-à-dire tout a commencé à partir de cette crise. Donc, depuis la crise financière de 2008 et les directives des agences de régulation, c'est-à-dire les gendarmes des marchés financiers, hein, les agences de régulation, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des marchés financiers. Le métier de gestion des risques, c'est un métier important, hein, comme le private equity, c'est un autre métier vraiment prestigieux et tout, a pris une importance croissante. Allez, il existe 3 types de risques. D'accord? Il y a le risque de marché, il y a le risque de crédit, il y a le risque opérationnel. Allez, puisque la question numéro 6 traite le risque de crédit. Je vais commencer par le risque de crédit. En fait, on va répondre aux questions, puis on va revenir à cette introduction. Donc, ce que tu dois retenir, le risque de crédit, c'est le risque que l'emprunteur ne rembourse pas la dette à l'échéance fixée. C'est-à-dire, toi, tu vas emprunter de l'argent à un client. Ce client, il peut être un individu. Il peut être aussi un client institutionnel, une autre banque ou bien une autre entreprise. Et bien, tu t'intéresses à quoi ici? Tu t'intéresses à savoir est-ce que ce client va rembourser l'argent à l'échéance, à la date fixée ou pas. Allez, question 6. Enfin, interromps-moi si tu trouves des difficultés, tu me diras. Donc, on peut diviser le risque de crédit. Donc, ce risque de crédit peut être divisible en 2 phases. La première phase, avant la décision de l'octroi, c'est-à-dire avant de donner le crédit à ce client, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réaliser le scoring des clients en vue d'octroi de crédit. D'accord? La deuxième phase, c'est après la décision, c'est-à-dire une fois on donne le crédit au client. Et bien là, on ne parle plus du scoring des clients, on parle plutôt du recouvrement des crédits, c'est-à-dire le recouvrement des crédits. Donc, ce risque, hein, c'est-à-dire je parle de risque de crédit qui contient 2 phases. Ah, d'après toi, Samar, c'est une classification, régression, segmentation, scoring, ou bien classification et scoring. monsieur, les 2 phases, ما فهمتش بالباهي معناها les 2 phases شنو؟ Ok, les 2 phases. Regarde, quand toi, en fait, tu vas emprunter de l'argent à un client, c'est quoi c'était quoi le processus appliqué avant? En fait, avant, on demande au client de constituer un dossier. On va lui demander ses bulletins de salaire, on va lui demander son adresse, son nom, son prénom, son statut familial, le nombre d'enfants et tout. D'accord? Puis, un jury suite à une réunion, va décider. C'est-à-dire, va dire, est-ce que ce client, c'est un bon client ou bien ce client, c'est un mauvais client? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est avant de donner le crédit, avant de donner l'argent au client. Maintenant, avec le machine learning, en fait, avec la magie du machine learning et du data mining, on arrive, avec les données historiques, on arrive à prédire l'état du client. Car regrouper des gens, c'est-à-dire ou bien décider à partir des données fournies par un client n'est pas toujours fiable, car le client, il peut mentir. Le client, il peut te fournir des faux documents. Le client, il peut connaître quelqu'un dans le jury. Eh bien, c'est biaisé. Avec le machine learning, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des données historiques sur 100 000 clients, 200 000 clients, et puis on va appliquer des algorithmes de classification. Et ces algorithmes vont permettre soit de dire que le client, c'est un client risqué, ou bien de dire que le client n'est pas risqué. Ça, c'est une classification. Sinon, ces algorithmes vont dire que ce client est un client risqué avec 80% de probabilité. Ce client est un client qui n'est pas risqué avec 20% de probabilité. Donc ça, c'est un scoring. On va donner un score au client. D'accord? Donc en réalité, le scoring des clients, hein, en réalité, c'est une sous-branche de la classification. Mais nous, on dit classification et scoring. Ça, c'est avant de donner le crédit. Maintenant, après, une fois on donne le crédit, maintenant, on ne parle plus du scoring des clients. C'est bon, l'argent vient de sortir de la banque. Donc, nous, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse en fait à couvrir le risque. Car ce client, il peut avoir des problèmes. C'est-à-dire peut-être ce client va refuser de rembourser l'argent.
ou bien il va trouver des difficultés, ou bien la société va faire faillite. Donc la banque va essayer de se recouvrir contre ce risque. Techniquement, hein, les banques mettent l'équivalent de l'argent emprunté au client quelque part et ne touchent pas à cet argent. Bien évidemment, c'est de l'argent liquide. Tu vois que quand on va bloquer cet argent, le temps que le client rembourse son crédit, eh ben, cet argent, on ne va pas l'utiliser. N'oublie pas, il y a ce qu'on appelle the time value of money. C'est-à-dire l'argent possède une valeur temporelle. C'est-à-dire que tu peux l'investir et tout. Donc, le data mining intervient à un autre niveau, c'est le niveau de recouvrement. C'est-à-dire toi, tu vas suivre le client via des séries temporelles. Tu vas dire, tiens, le 30 janvier 2019, et là, rembourser, par exemple, une somme bien déterminée. En février, il n'a pas fait de retard. En mars, il n'a pas fait de retard. Puis, tu commences à constater qu'à partir d'avril, le client va faire des retards. Eh bien, toi, tu vas dire, enfin, tu vas programmer un algorithme d'apprentissage, il va te dire, tiens, ce client est risqué. Donc, peut-être tu commences, enfin, est risqué, c'est-à-dire, c'est bon, l'argent est sorti de la banque. Mais peut-être tu vas aller au client et tu lui dis, attention, il faut rembourser pendant les dates fixes. Et s'il s'agit d'une entreprise, peut-être on va essayer de faire le rescheduling, c'est-à-dire on change le calendrier. On va dire, allez, à l'entreprise, on vous offre encore 2 mois ou bien 3 mois, le temps que la situation de l'entreprise s'améliore. Ça va, il existe en fait, avant de donner le client, avant de donner le crédit, il existe en fait une autre problématique après de donner le crédit. Avant, on parle du scoring des clients en vue d'octroi du crédit, et après, c'est le recouvrement des crédits. Donc, ce risque est modélisé, c'est-à-dire si toi, tu veux modéliser ce risque, non pas avec des équations mathématiques, des choses compliquées, et pas à la main, tu veux modéliser ce risque avec des algorithmes de data mining. Donc, c'est une classification, régression, segmentation, scoring, ou bien classification et scoring. Classification et scoring. Voilà, classification et scoring. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire avec la classification, on va dire que le client est risqué ou pas avant, et le recouvrement va nous dire est-ce que le client va rendre l'argent ou pas. Très bien. Allez, on passe. En fait, ce sont des vraies problématiques qui ont été commencées depuis longtemps aux États-Unis. Et maintenant, en Tunisie, les banques tunisiennes, je suis en train de remarquer, puisque je suis en train d'encadrer des étudiants en 5e année, eh ben, les banques tunisiennes commencent à intégrer ce process. C'est-à-dire, maintenant, les banques tunisiennes ne trouvent pas bizarre le fait de collecter des données par rapport à sa clientèle et d'offrir ces données en interne, bien sûr, car c'est confidentiel, en interne, à des stagiaires Bac+5, des stagiaires ingénieurs, pour analyser ces données, pour classifier leurs clients. Ça va? Donc, c'est une classification et un scoring. Allez, on passe aux questions 7. Donc, la question 7 traite ce qu'on appelle le risque opérationnel. Le risque opérationnel. Donc, c'est quoi le risque opérationnel? En fait, c'est un risque moins directement lié au marché financier. L'étude de ce risque permet de prévenir et contrôler les différents erreurs, ou bien les différents, prévenir et contrôler les différents risques liés aux erreurs humaines ou encore aux fraudes. Encore une autre fois, attention, erreurs humaines, donc humaines et fraude. Le risque opérationnel, c'est les erreurs humaines et les fraudes. Allez, on va lire ensemble la question 7. Donc, le risque opérationnel traite des événements singuliers. En fait, ce sont des événements singuliers avec des faibles probabilités. Probabilité de puissance moins 5, de puissance moins 3. Donc, toi, tu peux utiliser la loi de Poisson pour modéliser ces événements. Donc, le risque opérationnel traite des événements singuliers comme les fraudes financières, le blanchiment d'argent, la manipulation des bilans financiers. Oui, il y a des entreprises qui manipulent parfois ces bilans financiers pour avoir des crédits. Alors, c'est de la fraude, c'est pas bien, mais ça existe. Et les crises, il y a aussi les crises. Donc, par exemple, la crise de Covid, c'est un événement singulier. C'est-à-dire, cette crise vient tout
vient chaque siècle, quoi, chaque 100 ans. Hein. C'est pas récurrent, donc la probabilité est très faible. Oui. Événement singulier, مش lié d'autres événements. Oui, en fait c'est un événement à très faible probabilité. C'est-à-dire que tu peux pas le prédire. Tu peux pas dire, tiens, je peux utiliser une loi normale pour prédire cet événement. En fait, c'est un événement, on parle ici des événements rares. Ce sont des événements rares. C'est-à-dire, sur 1000, tu peux avoir un événement, ou bien sur 100 000, tu peux avoir 100. Oui. Attention aux disproportionnalités. On va en parler de ça une deuxième fois. Donc, le déclenchement d'une guerre au Golfe d'Arabie. C'est-à-dire, toi, tu travailles dans une banque d'investissement. Le but, c'est de faire le pricing du pétrole, par exemple, dans cette banque. Et boum, je ne sais pas moi, l'Iran déclenche la guerre contre l'Émirat, quoi. Enfin, donc, ils vont fermer le détroit de Hermès. Et enfin, le prix de pétrole, en fait, va grimper. Enfin, c'est un événement singulier. Hein. Quand on dit guerre, c'est pas tous les jours. Donc, le risque opérationnel, ce risque opérationnel, attention, Samar, c'est une classification classique, une régression non linéaire peut être modélisée avec une segmentation, ou bien c'est une classification basée sur la détection des points aberrants. C'est une classification basée sur la détection des points aberrants, normalement. Très bien, très bien. faible probabilité. Oui, très bien. En fait, ce sont des points aberrants, c'est-à-dire ce ne sont pas des événements ordinaires. Très bien. Oh, ça va, jusqu'à maintenant, en fait, tu t'en sors bien. C'est-à-dire sur 7, tu as répondu sur 6 par rapport. Ça va, très bien. Allez, je continue. Mais on passe maintenant au risque de marché. Donc, je dois revenir à l'introduction. Je vais te lire qu'est-ce que c'est le risque de marché. Donc, le risque de marché consiste à évaluer le risque financier portant sur un portefeuille d'actifs. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire un portefeuille d'actifs? C'est un portefeuille qui contient plusieurs actions, des bonds, des bons de trésor, des actions, de la monnaie et tout. Donc, il s'agit de contrôler le risque pris par les traders sur les marchés. Voilà. Enfin, je pense que le métier de trader, c'est le métier le plus prestigieux parmi tous les métiers des banques, quoi. Enfin, les métiers bancaires. Voilà. Donc, nous, on veut vraiment travailler sur des portefeuilles. Allez, je te demande, le risque de marché est traité, d'après toi, à l'aide d'une régression, classification, segmentation, détection d'anomalies. Bon, ça n'existe pas, option 6, hein, c'est une erreur. Vas-y, dis-moi. Hein. Oui, dis-moi, oui. J'ai pas une réponse, monsieur, sincèrement. Ok. En fait, tu vas comprendre après. En fait, ce risque peut être modélisé à l'aide d'une régression. Enfin, le fameux bêta, le bêta, par exemple. Le bêta, tu te rappelles du bêta? Nous avons fait cet exemple la semaine passée. Enfin, il existe en fait un risque diversifiable. Je parle dans le cas d'un portefeuille. Quand on veut faire de la gestion des risques dans le cas d'un portefeuille d'actifs. Donc, il existe ce qu'on appelle un risque diversifiable et un risque non diversifiable. Donc, le risque non diversifiable, comment on peut le quantifier? À l'aide de bêta. Le bêta, c'est quoi? Comment tu fais? Tu prends l'indice de l'entreprise, tu prends l'évolution de l'action de l'entreprise, tu vas me calculer le rendement, tu calcules le rendement. Tu connais que ça veut dire rentabilité ou bien rendement, ça va? Ah oui, monsieur. Voilà, PI plus 1 moins PI sur PI. Delta P sur P, quoi. Enfin, en discret. Et tu vas tracer ça en fonction de l'indice du marché. Par exemple, ici, l'entreprise Intel, c'est une entreprise américaine, se trouve où? Se trouve dans le S&P 500, enfin, le marché, la bourse de New York. Donc, tu vas tracer une droite, tu vas déterminer bêta. Bon, si bêta est supérieur à 1, tu dis que l'action, que l'entreprise est plus risquée
que le marché. Si bêta est inférieur à 1, strictement, tu dis que l'entreprise est moins risquée que le marché. Si bêta est égal à 1, tu dis que l'entreprise possède le même risque que le marché. Donc ici, enfin, quand tu passes une droite à travers un nuage de points, c'est une régression. Ça va, tu as compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire risque de marché à peu près? monsieur, Oui, معناها الريسك دو مارشي نحب نشوفه الكورتي معناها oui, dis-moi, ديسيزيون dis-moi, oui, vas-y, oui. صحيحة ولا لا يعني Non, وبرضه non, 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 non. Chouf, Samar. Imagine, toi, tu disposes, imagine, hein, toi, tu disposes de 1 million de dollars. Supposons, tu disposes d'1 million de dollars. Ou bien tu es en train de gérer 1 million de dollars. Tu es en train de gérer 1 million de dollars. B. Et tu veux, en fait, fructifier cet argent. Enfin, tu as deux possibilités. Hein. Enfin, tu as trois possibilités. Tu peux mettre cet argent en dessous de ton oreiller. C'est-à-dire, tu mets ça chez toi et tu dors sur cet argent. Bien sûr, cet argent, enfin, il y a deux possibilités. Soit cet argent commence à se déprécier à cause de l'inflation. Est-ce que 100 dinars en 2008 valent la même chose qu'en 2020? Je parle en Tunisie. Bien sûr que non. non Par bien sûr. contre, par contre, si tu prends 100 euros, est-ce que 100 euros en Tunisie en 2008, c'est comme 100 euros en Tunisie en 2020? Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, toi, tu peux garder l'argent chez toi. Deuxième possibilité, tu peux mettre cet argent dans une banque et la banque va te donner un taux d'intérêt. Ben, bon. Après, j'en sais rien. Hein. Tu veux tout ce que tu veux, toi, avec ton argent. Troisième possibilité, tu vas investir ton argent. Tu vas dire non, la banque ne va pas me donner beaucoup de profit, enfin, avec un taux d'intérêt faible. Donc, je veux aller investir mon argent en marché financier. Donc là, tu vas prendre des risques. Tu vois bien que dans les marchés financiers, les entreprises, leurs actions montent, descendent, montent. En fait, c'est aléatoire. Toi, donc, tu veux minimiser ces risques. Déjà, tu veux mesurer les risques. Tu veux mesurer les risques. Afin de mesurer les risques, en fait, il existe ce qu'on appelle le bêta, le coefficient bêta. Donc, le coefficient bêta permet de mesurer le risque d'une entreprise par rapport au marché. Et en fait, c'est un risque non diversifiable. Le risque diversifiable, comment tu fais? En fait, tu vas diversifier, c'est-à-dire tu vas mettre ton argent dans une entreprise d'énergie. Je ne sais pas, moi, par exemple, étape. Tu vas mettre une autre partie de ton argent dans une entreprise, par exemple, de boissons gazeuses. Coca-Cola, par exemple. Après, tu vas mettre une autre partie de ton argent dans une entreprise pharmaceutique. Donc, tu vas essayer de diversifier. Ici, quand moi je parle de ça, je parle de ce risque de marché. Donc, le risque de marché est traité de manière générale avec des problèmes de régression. C'est-à-dire on applique des régressions. Ça va, c'est clair? Oui c'est clair monsieur. Ok. monsieur وإذا Oui, كان الريسك ريفرسي إذا كان الريسك معناها diversifiable ou bien non diversifiable. Oui. زاد الالغوريثم اللي نخدموا به نفسه زاد الريغريسيون ولا نبدلوا Écoute, en fait, quand le risque est diversifiable, tu peux appliquer un algorithme, par exemple, K-means. Tu peux appliquer K-means, donc tu vas déterminer les différents groupes de tes entreprises. Tu peux, c'est-à-dire, regrouper tes entreprises en groupes, et tu vas dire, tiens, ce groupe possède un grand rendement et une grande volatilité. Ce groupe, peu de rendement, peu de volatilité. Ce groupe, enfin, de toute manière, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre de l'argent dans deux entreprises ayant un comportement similaire. C'est-à-dire, quand toi, tu vas mettre ton argent dans deux entreprises ayant un comportement similaire, donc on dit en statistique corrélé, hein, c'est-à-dire leur rendement est corrélé. C'est-à-dire, quand une monte, l'autre entreprise, le rendement monte, quand ça descend aussi. Eh bien, introduire deux entreprises corrélées dans un portefeuille ne permet pas de diversifier. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il existe d'autres algorithmes permettant d'étudier le risque diversifiable? Oui, il existe des algorithmes comme l'algorithme K-means. On peut appliquer l'algorithme K-means. D'accord, merci. C'est ça, je m'en supervisé. Allez, enfin, je répète, c'est simple. Hein. Tu prends les entreprises, leurs actions, leur prix, tu calcules le rendement,
Tu calcules en fait la volatilité, tu calcules la volatilité annuelle, tu calcules le rendement annuel, tu traces ça dans un espace et tu dis la segmentation. Ok, allez, on passe à la partie 2. Calcul de coefficient bêta à l'aide de data mining. En fait, apparemment, tu remarques que qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas du data mining dans la nature. C'est-à-dire, je suis pas en train de te parler des fleurs, 3 fleurs et on veut classifier 3 fleurs. Hein. Non, en fait, on est en train de faire du data mining appliqué en finance. Et ça, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire, il y a 2 métiers en même temps. Un, c'est du data mining. 2, c'est l'application du data mining en finance. Allez, donc le coefficient bêta est la mesure relative du risque d'une action par rapport au portefeuille optimal du marché théorique. Enfin, c'est-à-dire l'indice, quoi. Par exemple, en Tunisie, nous avons Thune Index 20. En Tunisie, nous avons Thune Index. En Angleterre, ils ont FTSE 100. En France, ils ont CAC 40, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il s'obtient en régressant, c'est-à-dire en effectuant une régression, la rentabilité d'un titre, je viens de te montrer ça, par rapport à la rentabilité de l'ensemble du marché. Mais la rentabilité de l'ensemble du marché, c'est l'indice. Allez, je te laisse lire la question 9. Donc, je te donne ces données et je te demande le calcul de bêta. Utilise quelle colonne parmi ces 6 colonnes? Le prix d'ouverture, fermeture ajustée, haut prix, bas prix, volume échangé. Vas-y. juste نقعد نقرا Vas-y, prends ton temps. Prends ton temps. Tu peux regarder les autres questions. Hein. Il y a des questions liées. Monsieur, donc, Oui. l'objectif نتاعنا باش نعملوا l'indice نتاع l'entreprise. En fait, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de calculer le bêta. Écoute, toi, tu veux savoir, est-ce que c'est bien de mettre ton argent dans cette entreprise ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les données historiques. Regarde, ça, ce sont des données historiques. Le 2 janvier 2015. Le 5 janvier 2015. Le 6 janvier 2015, et ainsi de suite. Tu prends tes données historiques. Qu'est-ce qu'on trouve dans les données historiques? Le prix d'ouverture, le prix de fermeture, close. Par exemple, le prix d'ouverture en Tunisie, par exemple, c'est le prix de l'action à 8h30. D'accord? Le prix de fermeture, c'est le prix de l'action, par exemple, à 16h. Je ne sais pas, la bourse de Tunis, je pense, ferme ses portes vers 16h30. Voilà. Puis le high, c'est le plus grand prix atteint par l'action. Le low, c'est le plus petit prix atteint par l'action. Et puis, il y a le prix de fermeture ajusté, en fait, car parfois, on ne travaille pas vraiment avec le prix de fermeture. On travaille, en fait, c'est-à-dire, n'oubliez pas, il y a des dividendes. Il se peut que peut-être l'entreprise, le 30 mars, par exemple 2020, décide de verser des dividendes. Donc, le prix de fermeture, le 30 mars, le jour du 30 mars, le prix de fermeture ne sera pas... Avec le prix de dividende. Voilà, c'est-à-dire il faut ajouter les dividendes. Parfois, l'entreprise, pendant son évolution, décide de splitter ses actions. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une action à $100, on peut avoir 10 actions à $10. Tu vois? Ce sont des stratégies, quoi. Une action à $100, non, l'entreprise passe à 10 actions à $10. C'est-à-dire, elle commence à vendre l'action à $10. Donc, le prix de fermeture change. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le prix de fermeture
ajusté, hein, on ne prend pas le volume, on prend le prix de fermeture ajusté, on va calculer le rendement, c'est-à-dire c'est simple, hein, tu fais PI plus 1 moins PI sur PI, PI plus 1 moins PI sur PI, et éventuellement, s'il y a des dividendes, tu ajoutes les dividendes, tu calcules le rendement, tu vas me mettre le rendement ici, sur l'axe des Y. Et puis, tu prends l'indice du marché, par exemple le S&P 500, tu vas tracer le rendement, la rentabilité de l'entreprise, pas le prix, attention, à partir du prix, tu calcules le rendement, est-ce que c'est clair? En fonction de l'indice du marché. Intel contre S&P 500. Et tu vas tracer une droite. Oui, Samar, oui. monsieur, l'indice de marché, كيفاش نعرفوه معناها l'indice de marché؟ En fait, l'indice de marché est donné. L'indice de marché est donné. C'est-à-dire, par exemple, pour le indice indice du marché, S&P 500 symbole. Tu peux récupérer ça sur Yahoo Finance. Hein. Regarde, c'est simple. Pour le nom de l'entreprise, au lieu de mettre Google, G-O-O-G, tu mets .inx. Tu mets .inx. Et ben, tu obtiens l'indice du marché. Tu peux le récupérer automatiquement. Hein. D'accord? C'est clair? Enfin, je peux te montrer le CAC 40. Par exemple, le CAC 40. Hein, CAC 40. CAC 40, c'est quoi l'indice? Tu vois, PX1. Le CAC 40, c'est PX1. Donc, toi, tu vas aller chercher sur Yahoo Finance. Enfin, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre comment tu récupères des données à partir de Yahoo Finance. Et tu mets PX1, boum, tu vas récupérer l'indice. C'est clair? Ouais, monsieur. Tu prends l'indice, attention, tu prends l'indice, tu calcules son rendement, pareil, hein, tu calcules son rendement, pareil, et tu me traces ça ici. Donc, on finit par un nuage de points. Boum, tu passes une droite. Tu fais une régression. La pente de cette droite, ça te donne bêta. Le coefficient, c'est-à-dire, c'est un coefficient qui permet de quantifier le risque non diversifiable. Le risque non diversifiable. C'est bêta et supérieur à... Bon, on va parler de ça après. Donc là, pour la question 9, d'après toi, quelle colonne on va utiliser? Open, high, low, close ou bien adjusted? Le prix de fermeture ajusté. ajusté. Le prix de fermeture ajusté. En Ah, c'est un fait, bit en réalité, le open, le high, le low, le close et le prix de fermeture ajusté sont corrélés. Enfin, c'est dingue. Hein. Sont corrélés. Si tu traces ces 5 colonnes, tu vas trouver des coefficients de corrélation linéaire de 0,9999. Mais nous, de toute manière, on travaille avec le prix de fermeture ajusté. Donc là, la bonne réponse, c'est prix de fermeture ajusté. Allez, on passe à la question 10. Bon, je lis et puis je te laisse lire. Les investisseurs sont intéressés à évaluer le compromis entre le taux de rendement et le risque. Une méthode pour quantifier le risque est de régresser le taux de rendement d'une compagnie. C'est simple. Hein. Si tu prends le prix de l'action de Intel, tu me calcules le rendement, tu prends le prix de fermeture ajusté. Et puis, tu vas me calculer le rendement. PCT de change, hein, c'est simple. Le rendement, c'est PCT de change. Il suffit de faire PCT de change en pandas. Hein. Bon, c'est très simple. Bon, techniquement, c'est pas. Enfin, vous connaissez faire ça, quoi. Je vous ai montré ça. Puis, tu prends l'indice, tu calcules aussi le rendement. Bon, souvent, Standard & Poor's S&P 500 Index est utilisé comme mesure estimée du marché des actions à New York. On donne le résultat de la régression. Imagine, toi, tu as fait ce travail et tu obtiens ce résultat. Le rendement de Intel, le rendement du S&P 500, un nuage de points et une droite. On suppose que ces valeurs correspondent à ce tableau. Allez, là, qu'est-ce qu'on a fait? Une régression non linéaire, une régression logistique, une régression linéaire simple, ou bien une régression linéaire multiple, ou bien une série temporelle. Nous avons affaire à quoi ici?
Quand tu passes une droite à travers un nuage de points. Linéaire, monsieur. Oui, 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 ça c'est linéaire, mais attends, il y a deux linéaires. Il y a linéaire simple et linéaire multiple. Ouais, même la régression logistique, c'est une régression linéaire. Bon, la régression logistique, en fait, c'est un piège. C'est une régression utilisée en classification. La régression logistique, c'est ta classification, donc tu barres ça directement. Allez, simple ou bien multiple? Simple ou multiple? monsieur, في الكلابين عنا الفاريابل واحد كهو معناها Oui, نورمالمون oui, oui, une seule variable, oui, une seule variable. Simple, très bien, simple. Ok, très bien. Allez, on complique encore la vie. Ah, malheureusement, hein, il n'y a que toi aujourd'hui dans la classe. Allez, question 11. On ne va plus travailler, donc désormais, on ajoute l'inflation. C'est-à-dire, toi, tu es chef dans la banque, ou bien toi, tu vas peut-être analyser tes données toute seule. Hein. Enfin, tu es senior, tu seras senior, j'espère, un jour. Et bien, tu ne veux plus, Inch'Allah, oui. Tu veux plus en fait travailler avec juste le S&P 500. Tu veux ajouter une autre variable. Tu vois, c'est joli. Hein? J'ai Intel, le rendement, S&P 500, j'ai une autre variable, inflation. On ajoute l'inflation, l'inflation, c'est un pourcentage. En fait, dans un état, c'est-à-dire dans un état normal, l'inflation, c'est 3%. C'est à peu près 3%. Puis en fait, c'est-à-dire si dans un pays où il y a de la guerre, il y a une guerre, par exemple, on peut arriver même à 20%. Si tu te rappelles, par exemple, en ex-Yougoslavie, pendant les années 90, afin d'acheter du pain, on ramène un sac d'argent. تجيب معك sac, مع بالفلوس يشري خبز. خاطر تضخم. L'argent n'a plus de valeur. Donc, on peut arriver à des valeurs vraiment aberrantes de l'inflation. Bon, là, ça va, c'est pas beaucoup. En Tunisie, après, je suis pas économiste en Tunisie. Nous, on essaie d'appliquer des techniques de data mining en finance. Donc, désormais, on ajoute l'inflation comme deuxième variable explicative pour expliquer le quotient bêta. Allez, et on trace ce beau plan, hein, c'est un plan en 3 dimensions. Ça marche. C'est une régression logistique linéaire simple, multiple ou non linéaire? Bien sûr. Comment? Régression linéaire multiple. Très bien, c'est une régression linéaire multiple. Voilà. Donc ici, juste, je rappelle, il s'agit d'un plan à 2 dimensions, c'est-à-dire on travaille dans un espace à 3 dimensions et le plan dispose de 2 dimensions. En fait, le plan, ou bien l'hyperplan dispose de... C'est la dimension de l'espace moins 1. Allez, on passe en fait à cette question. Une régression linéaire simple, c'est-à-dire comme celle-là, comme cette régression, une régression linéaire simple est équivalente à l'estimation du coefficient de corrélation linéaire entre 2 variables aléatoires. C'est-à-dire, autrement dit, toi, tu vas étudier la régression linéaire simple entre Intel et S&P 500, tu vas trouver bêta. Sinon, tu peux calculer le coefficient de corrélation linéaire entre Intel et S&P 500. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, oui. C'est vrai, très bien, c'est vrai. Oui, très bien. Une régression linéaire simple est équivalente à l'estimation de coefficient de corrélation linéaire. Voilà, uniquement, attention, c'est uniquement pour une régression linéaire simple. En fait, on va trouver les mêmes formules. En réalité, le R au carré, le coefficient de détermination dans le cas d'une régression linéaire simple est égal au coefficient de corrélation linéaire au carré. Bon, enfin, tu peux vérifier ça dans le cours. Allez, une question facile. Très bien, Samar, très bien. Tu réponds correctement. Allez, Yahoo Finance. Je te donne en fait l'écosystème en finance de marché. Bon, tu vois, l'écosystème, hein, c'est très compliqué. Oui. C'est-à-dire, toi, tu peux travailler dans les banques d'investissement, Société Générale, tu peux travailler chez JP Morgan, tu peux travailler chez Goldman Sachs. Après, dans ces banques, tu peux travailler dans le front office, middle office, back office. C'est-à-dire comme informaticienne, mais toi, tu disposes de double casquette. Et puisque tu fais de l'informatique financière. Voilà. Et tu peux aussi travailler sur des métiers. Sinon, il y a les services satellites, il y a les data providers, ce sont des entreprises qui fournissent des données, comme Bloomberg, c'est connu, comme Reuters,
Et comme par exemple, enfin, après, je ne veux pas répondre à la question. Donc, il y a agences de notation, il y a les agences de notation comme Standard Poor's, S&P, Standard Poor's. Il y a aussi Moody's. Je pense que toi, tu entends parfois parler, enfin, le matin, tu allumes la télé, et ben, on dit que c'est-à-dire le rating, le score de le score, l'indice qui mesure le score de la Tunisie a été baissé. Par exemple, il passe de ABB vers BBB, 3B par exemple. Ça, c'est une agence de notation. Donc, il y a Moody's, il y a Standard Poor's, et la troisième agence, sincèrement, j'ai oublié son nom. Bref. Puis, il y a des clients, donc il y a les investisseurs institutionnels, là, des petites banques, des entreprises. Il y a les entreprises de gestion d'actifs, les hedge funds. Il y a les entreprises. Il y a d'autres établissements financiers. Maintenant, en fait, dans ce écosystème, on commence à avoir de plus en plus des gens qui font des analyses des données, c'est-à-dire des gens qui appliquent l'analyse des données, les sciences des données, machine learning, deep learning, reinforcement learning, pour réaliser les opérations. Puis au milieu, ici, on trouve les courtiers, le broker. Donc, Yahoo Finance, comment je te parle de Yahoo Finance? Yahoo Finance, Samar, c'est une entreprise, broker, hedge fund, banque d'investissement ou un data provider. Ou bien un data provider. C'est quoi Yahoo Finance? Data provider. Très bien, c'est un data provider. Yahoo Finance, c'est un data provider. Il existe en fait d'autres data providers comme Bloomberg et Reuters. Bon, pour l'instant, Yahoo Finance nous offre des données journalières. Alors que, en réalité, on peut même récupérer des données avec un laps de microsecondes. Microsecondes, millisecondes. Mais il faut payer de l'argent pour récupérer ces données. C'est-à-dire les grands requins, hein, là j'ai mis les grands requins, c'est-à-dire comme Goldman Sachs, la plus grande banque d'investissement au monde, c'est 2 fois le PIB de la France. Hein. Goldman Sachs, c'est 2 fois la France. C'est une banque américaine. PNB Paribas, Société Générale. Puis, en fait, on trouve les hedge funds en petit, puis on trouve en fait des points. Puis peut-être c'est microscopique, hein, c'est-à-dire il faut une loupe pour voir les banques tunisiennes. Dans cet environnement, il faut une loupe. Quoi. Bon, c'est pas grave, quoi. Bon, c'est une réalité, quoi. Goldman Sachs, c'est 2 fois la France. Bref, ça va, c'est clair. Donc, toi, tu peux récupérer, enfin, nous, puisque c'est académique, donc nous, on travaille avec des données gratuites. Donc, on travaille avec Yahoo Finance. Mais toi, un autre jour, toi, tu sais travailler avec des données issues de Yahoo Finance. Après, on va te donner l'accès sur Bloomberg. Ne t'inquiète pas, c'est Postman, hein, c'est du JSON, des fichiers JSON, qui va consommer un service. Oui. Oui, Samar, qu'est-ce que tu as dit? J'ai travaillé avec Yahoo Finance في البي معناها بجي 2 ما نجي les dates oui. Vous avez fait du scrapping à partir de Yahoo Finance? Non, فما API Yahoo Finance en fait. Ah, très bien, très bien. Vous avez consommé avec Java. الستريك تاع les actions, oui, j'ai consommé les actions بال Finance. وميم حتى التريدات نتاع aujourd'hui معناها. Ah, nickel ça. Comme Barkalla, Tayarat. Consommer, ouais. Très bien, très bien. B, ok, donc, finalement, une question mathématique. C'est une question mathématique. On souhaite réaliser une régression linéaire simple. On utilise donc cet estimateur. C'est-à-dire, je prends un modèle Hθ, je ne vais pas te dire hein, c'est quoi Hθ, moins YI au carré, je fais la somme et je fais 1 sur 2m. Le 1/2, en fait, les professeurs ou bien les enseignants d'optimisation non linéaire aiment ça. En fait, le 1/2, car quand tu vas dériver, le 2 va se simplifier avec le 1/2. C'est-à-dire, votre prof de PNL, il aime ça. Maintenant, je te pose une question. Le Hθ, dans le cas d'une régression linéaire, Samar, linéaire simple, hein, c'est cette fonction, c'est ce modèle, ou bien c'est ce modèle, ou bien tu ne sais pas. Le dernier modèle, puisque linéaire simple. Non?
Voilà, une droite. يعني X واحد إن شاء الله X يعني. Voilà, une droite, très bien, une droite. Ah, une dernière question. Face à ce paramètre, face à cet estimateur qui contient un modèle, nous avons en fait des paramètres. Comment on fait pour déterminer les paramètres? Pour estimer les paramètres. En fait, nous, à la fin de la journée, on va juste estimer ces paramètres. Ce sont des estimations. Donc, on doit maximiser l'estimateur. Regardez bien l'estimateur. Est-ce qu'on doit le maximiser ou bien est-ce qu'on doit le minimiser ou bien est-ce qu'on doit utiliser une technique appelée méthode du moment? minimiser, monsieur. Oui, minimiser. car il existe ici en fait c'est une différence. En fait, Oui, Samar, oui, dis-moi, oui. بالمنطق carré. Voilà, ça c'est la technique du monde carré. Voilà. B, donc s'il te plaît, donc tu peux, disons, en fait, tu peux maintenant saisir tes réponses et tu m'envoies ça. Et voilà quoi. Demande, je pense, c'est bon, là, techniquement, on a fini. Hein. Si tu, je vais en fait, je vais continuer hein, à enrichir l'examen blanc numéro 2 et on verra si vous voulez la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, il y a des examens. De toute manière, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une autre séance, vous me dites, on peut organiser un truc, c'est-à-dire sur Google Meet. Hein. Tu passes le message, s'il te plaît, à tes camarades, ok? Merci, monsieur. Oui. Bon, donc, si tu n'as pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement.